au niveau des reins, donc, et une hyperéchogénicité anormalement diffuse entre la corticale et la médulaire sur des coupes transversales ou longitudinales du rein. Et cela est dû tout simplement à l'hypercalciurie et ce qu'on appelle le phénomène de l'existence d'une calcinose rénale. Donc l'animal est dans un état, donc je l'ai dit, cachectique et tout, donc il est dysorexique, il est anorexique, donc, et bien sûr avec une haleine fétide. Donc voilà en résumé sur le plan physiopathologique et clinique, si on peut dire, si on peut associer les deux, ce qu'on appelle physiopathologique et clinique, donc de l'insuffisance rénale chronique, donc dans sa partie la plus simple, d'accord. Donc voilà, donc il faut faire, donc si je peux résumer avant de passer à autre chose, donc sur le plan physiopathologique c'est très simple. Donc il faut retenir qu'il y a toujours une hypertension artérielle, il y a une hypertension anormale au niveau des glomérules, il y a ce qu'on appelle une protéinurie, ce qu'on appelle les points clés, donc la protéinurie, donc il y a la calciurie permanente, donc sur le plan métabolique il y a l'urémie, donc augmentation de la créatinine, des déchets azotés et non azotés avec des conséquences métaboliques graves, et n'oubliez pas également qu'il y a des conséquences cliniques, c'est-à-dire la cachexie, l'amaigrissement, donc et voire même des acides et des myxodèmes, des troubles donc de la vision à cause de l'hypertension artérielle et des désordres métaboliques assez graves donc liés à cette accumulation de déchets. Il faut noter également autre chose, qu'on vient de le dire et je vais le répéter parce que c'est très important, le rein également va perdre son efficacité endocrinienne, donc l'absence d'érythropoïétine, l'absence du vitamine D, du calcitriol, donc tout ça va perturber la fonction rénale endocrinienne et la fonction générale sur le plan donc systémique, donc avec comme conséquence une anémie de type arogénérative. Donc on peut assister également à une baisse très importante du calcium au niveau de l'organisme et une augmentation du calcium au niveau urinaire. Donc il faut retenir, c'est très important, avec des conséquences au niveau immunitaire, donc une baisse de la capacité immunitaire chez l'animal. N'oubliez pas un point aussi très important, donc je vais le répéter encore parce que c'est très important, il faut noter qu'il y a toujours une polyurie ou polydepsie chez l'animal. C'est un système de défense, c'est un système, si on peut dire, adaptatif. C'est pour que l'organisme s'adapte à ce problème. Mais le problème, c'est que ce phénomène d'adaptation ne corrige jamais la situation, il va encore aggraver donc la situation de l'insuffisance rénale chronique. C'est pour cette raison on parle d'une réponse adaptative non compensée. Une réponse adaptative non compensée, c'est-à-dire qui ne va n'aboutir à aucun résultat, au contraire. Donc c'est pour cette raison que j'ai parlé du système rénine, angiotensine, aldostérone qui provoque une hypertension glomérulaire à l'origine de lésions glomérulaires supplémentaires, ce qui conduit à la perte de néphrons et il va entretenir également une hypertension artérielle permanente et bien sûr ça va favoriser ce qu'on appelle la fuite de protéines au niveau du rein et il va entretenir la soif, donc la polyuropolydepsie. Donc, je vais passer au diagnostic. Donc, le diagnostic d'une insuffisance rénale chronique va se baser bien sûr sur la clinique. Donc, sur la clinique, bien sûr, donc je viens de le dire tout à l'heure, il ne faut pas toujours coller donc un amaigrissement chronique, un mauvais état général des lésions buccales chez l'animal à soit un mauvais régime alimentaire, soit un parasitisme et essayer de déparasiter, puis on n'en parle plus. Non, il faut un petit peu creuser donc dans sa cervelle et chercher encore mieux l'étiologie. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'animal est dans cet état-là? Bien sûr, donc vous allez me dire qu'il y a pas mal de maladies qui peuvent provoquer ça. Donc je vais vous dire oui, le parasitisme peut provoquer ça, une mauvaise alimentation peut provoquer ça, mais également l'insuffisance rénale chronique peut provoquer ça, surtout si vous avez un animal qui a une barrière d'âge. Qui est à un âge qui fait partie de la prédisposition, c'est-à-dire entre 6 ans et généralement à partir de 3 ans jusqu'à l'âge de 10 ans.
surtout s'il s'agit d'une race particulière qui subit un régime très très particulier. Donc il faut chercher, est-ce qu'il y a un ou plusieurs facteurs qui prédisposent à cette maladie, et deuxièmement, chercher un petit peu dans l'historique l'étiologie probable de cette pathologie. Donc c'est pour cette raison, cliniquement, on se base sur l'observation des symptômes évocateurs que je viens de citer, donc qui apparaissent d'une façon progressive. Déjà, le fait que le propriétaire va vous dire que ça dure depuis un certain temps, donc, et surtout s'il vous dit qu'il a essayé plusieurs tentatives thérapeutiques mais en échec, là bien sûr on est sur la piste d'une maladie cachectisante. Ça peut être la FeLV, ça peut être la péritonite infectieuse féline, ça peut être une leucose, ça peut être un syndrome lymphoprolifératif, ça peut être un syndrome myéloprolifératif, ça peut être une maladie anémiante, c'est-à-dire une maladie parasitaire qui peut provoquer une anémie chronique, ça peut être de l'hémobartonellose, mais également ça peut être de la MRC. Donc il faut chercher bien. Donc on se base essentiellement sur l'augmentation de la soif, la polyurie et la polydepsie, ce qu'on appelle l'urine diluée, la diminution de l'appétit ou un appétit capricieux, une perte de poids progressive, une mauvaise haleine permanente, des vomissements plus ou moins fréquents avec une diarrhée chronique, une ulcération multiple au niveau de la cavité buccale. Il faut faire attention ici aux coryza chroniques. Donc à la palpation des reins, soit ils sont de petite taille où il y a une asymétrie, ou même vous pouvez trouver qu'il n'y a pas d'atrophie, au contraire les reins sont normaux, mais ça n'exclut pas l'existence d'une insuffisance rénale chronique. La présence de troubles nerveux, donc de surinfection secondaire de peau, ce qu'on appelle les maladies opportunistes, telles que l'hémobartonellose ou la pyodermite, donc un abattement permanent, l'animal est tout le temps abattu, une perte de poil anormale, donc une tension artérielle élevée, mais bien sûr ici dans le cas, donc il faut la mesurer, et la mesure de la tension artérielle se fait généralement au niveau de la queue de l'animal avec ce qu'on appelle un tensiomètre, donc bien adapté, et même malheureusement cette prise de la tension artérielle doit se faire en plusieurs fois par jour afin d'évaluer au mieux donc l'existence de la tension artérielle, parce qu'elle est très difficile surtout chez les chats qui sont tout le temps stressés, et elle doit être réalisée dans des conditions vraiment très optimales, en l'absence de tout stress, afin qu'il n'y aura pas une mauvaise interprétation. Donc la pâleur permanente des muqueuses et la léthargie, ou la présence également d'une cécité ou d'une perte de ce qu'on appelle de vision brutale. Donc c'est pour cette raison, donc l'élément clinique va se baser sur l'historique de l'animal et sur un examen clinique détaillé. D'accord? Voilà. Donc, je vais citer une petite remarque ici que les signes cliniques, ou c'est beaucoup plus, je vais appeler ça comme étant un conseil, c'est que tout simplement, les signes cliniques de l'insuffisance rénale chronique peuvent être variés, ce que je viens de citer d'ailleurs, et vous allez me dire, c'est vrai, on est un peu perdu. Donc, comment reconnaître une FeLV d'un truc et tout, parce que les symptômes ne sont pas très caractéristiques. Généralement, l'augmentation de la soif est presque toujours le premier signe d'alerte. Voilà, je vais vous aider un petit peu. Donc, il faut donc se baser sur la PUPD. Donc la polyuropolydipsie, c'est parmi les symptômes d'alerte, les premiers symptômes qui vont vous alerter à la possibilité de la présence d'une insuffisance rénale chronique, d'accord, et qui ne doit pas être ignorée. Donc de façon typique, d'accord. Donc c'est pour cette raison, donc il faut se baser sur l'évolution progressive, chronique des symptômes cliniques et la présence d'une polyuropolydipsie. On va parler de laboratoire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien examiner l'animal et confirmer plutôt donc l'existence d'une insuffisance rénale chronique. Donc, le laboratoire, donc l'analyse urinaire et biochimie des urines. Donc, la biochimie des urines est utile parce qu'elle va nous révéler la perte de protéines par les reins. Donc, ça c'est très important. Donc une augmentation du rapport protéines-créatinine dans l'urine. Donc c'est parce que ça joue un rôle très important. C'est un très bon marqueur donc de l'existence d'une insuffisance rénale chronique. C'est très important, d'accord, parce que l'urine, donc si on peut dire ce rapport, donc le changement de rapport protéine-créatinine dans l'urine, il fait partie, il peut apparaître dès les premiers
temps d'évolution de l'insuffisance rénale chronique, c'est-à-dire il ne nécessite pas du temps jusqu'à ce que l'insuffisance rénale chronique s'aggrave pour qu'il apparaît. C'est ce déséquilibre donc et cette perte de protéines au niveau des urines donc peut apparaître dès les premiers temps donc de l'évolution d'une insuffisance rénale chronique, c'est-à-dire c'est un bon marqueur donc qui peut vous indiquer précocement qu'il y a une insuffisance rénale chronique avant donc l'apparition des perturbations au niveau du sang. La baisse de la densité urinaire, d'accord, donc urine diluée, urine aqueuse, due à la polyurie. Donc, on peut aller aussi à la mesure, donc au niveau du sang, donc sérum sanguin, donc le contenu de substances azotées et non azotées, donc l'urée créatinique qui sont à des taux très élevés, le phosphate qui est du taux très élevé, donc une hyperphosphatémie, une hypocalcémie, donc une hyperkaliémie, donc tout ça on peut observer donc grâce à un ionogramme donc une hypoprotéinémie à cause de la baisse du taux des protéines dans le sang et leur perte au niveau urinaire, une hypercholestérolémie en réponse à une hypoprotéinémie, donc ce qui va vous donner une idée sur les perturbations métaboliques. Donc on peut ajouter également la mesure de la clairance de la créatinine, donc qui est un bon diagnostic également pour évaluer plutôt le taux de filtration glomérulaire qui se trouve très très fortement perturbé. Donc on peut également donc si on peut dire donc on peut également associer donc cet examen ce qu'on appelle de biochimique au niveau du sang à un examen hématologique, hein, d'accord. Donc jeter un coup d'œil sur le taux des globules blancs, des globules rouges, détecter une anémie éventuelle et pourquoi pas même doser essentiellement l'érythropoïétine par exemple, d'accord, faire un dosage d'érythropoïétine qui n'est pas très accessible ce genre de dosage parce que il est également réservé chez l'être humain et il est rarement employé chez les carnivores domestiques. Donc, afin de compléter, donc on peut également aller vers des diagnostics complémentaires, l'échographie qui est un bon donc élément qui vous aide à déterminer la qualité si on peut dire du stroma rénal, donc détection d'une éventuelle atrophie, d'une éventuelle hypertrophie, déformation au niveau des reins, tumeur au niveau rénal, une hydronéphrose, une polykystose et également donc déterminer donc une calcinose rénale ou une modification dans le parenchyme rénal. C'est aussi très intéressant afin de compléter votre investigation clinique. Donc il faut aussi, je vous donne un conseil également, quand vous examinez surtout les chats, donc, et que vous partez sur une suspicion d'une insuffisance rénale chronique, il faut toujours jeter un coup d'œil sur sa thyroïde, d'accord. Il faut essayer de palper un petit peu la thyroïde au niveau du cou, juste à la sortie du larynx, et essayer de déterminer est-ce qu'il y a une hypertrophie ou une induration anormale de la thyroïde du chat. Donc ça peut être une hyperthyroïdie associée à une insuffisance rénale chronique, d'accord. Donc y passer même à une échographie de la thyroïde et voire même doser le taux de T3, T4 chez l'animal. C'est très intéressant parce que souvent on peut déterminer l'existence ou la coexistence d'une hyperthyroïdie et d'un diabète, donc dans le cas surtout chez les chats. On peut aller à un autre, on a parlé donc du diagnostic complémentaire. Donc une fois qu'on a terminé tout cette investigation, on peut aller, donc on est sûr maintenant que c'est une insuffisance rénale chronique qui est due par une cause particulière qu'on a pu déterminer dans la mesure du possible. Donc ce qui est très intéressant maintenant, c'est la classification. Donc là, maintenant, il faut déterminer donc à quel stade c'est-à-dire cette insuffisance rénale évolue, mais elle est classée à combien de stades d'évolution, si on peut dire, ça ressemble à un pronostic. Donc, grâce à ce stade-là, on peut déterminer le degré de gravité. Donc, on peut avertir le propriétaire d'un pronostic et on va essayer de se baser sur
une éventuelle prise en charge thérapeutique. Donc c'est pour cette raison, actuellement, ce qui est le stade d'évolution de l'insuffisance rénale chronique de sa gravité, elle est classée selon un tableau bien spécial, ou ce qu'on appelle selon le stade IRIS. IRIS, donc le stade IRIS. Le stade IRIS, c'est un tableau qui contient 4 stades. Donc on a une insuffisance rénale chronique de premier stade, de deuxième stade, de troisième stade et de quatrième stade. Tout ça se base sur le taux de la créatinine, c'est-à-dire la créatininémie, le taux de la créatinine du sang en milligrammes par litre chez le chien et le chat, et grâce à ce dosage-là, on peut la classer, c'est-à-dire par exemple, un stade 1, une insuffisance rénale chronique de stade 1, signifie que la créatininémie chez le chien, elle est inférieure à 14 mg par litre et chez le chat, elle est inférieure à 16 mg par litre. La traduction de ça signifie que la fonction rénale résiduelle, c'est-à-dire la partie du rein qui est encore fonctionnelle et qui est encore en bon état, elle est supérieure à 33%. Si je passe par exemple vers une insuffisance rénale chronique de stade 2, cela signifie que la créatininémie, elle est de 14 à 20 mg par litre chez le chien et de 16 à 28 mg par litre chez le chat. Ça veut dire que la fonction rénale résiduelle, elle est de 33%. Si je passe par une insuffisance rénale chronique de stade 3, ça veut dire que la créatininémie, elle est de 21 à 50 mg par litre chez le chien et de 29 à 50 mg par litre chez le chat. Ça veut dire que la fonction rénale résiduelle, elle est de 25%. Donc plus le taux de créatinine est élevé dans le sang, plus la fonction rénale résiduelle, elle est basse. Par exemple, dans le stade 4, qui est le stade le plus grave, donc la créatinine, elle est supérieure à 50% chez le chien et le chat. Cela signifie que la partie du rein qui reste fonctionnelle, elle est inférieure à 10%. C'est le stade 4. Ça veut dire qu'il y a une forte urémie, forte créatininémie et une insuffisance rénale décompensée. Voilà ce qu'on en parle du stade IRIS. C'est une classification très importante pour pouvoir prendre en charge un animal et établir ce qu'on appelle une espérance de vie de cet animal. Donc je vais parler maintenant de la dernière partie, c'est qui est ce qu'on appelle la prise en charge thérapeutique. Donc prise en charge thérapeutique d'une insuffisance rénale chronique. Donc, en fonction du stade IRIS et en fonction de nos investigations cliniques et en fonction de l'état de l'animal qui a été consulté, donc elle se divise en 2 catégories. Il y a ce qu'on appelle un traitement diététique et un traitement médical. Donc le traitement diététique et le traitement médical permettant d'atteindre les objectifs suivants. Donc nos objectifs dans le traitement, c'est pas guérir l'animal, si je peux le dire, parce que là, c'est irréversible. Mais l'objectif du traitement, c'est de garder toujours le pourcentage des reins qui est fonctionnel, et de prolonger un petit peu la durée de vie de l'animal et d'améliorer sa qualité de vie. Donc, c'est pour cette raison que le traitement a des objectifs de ralentir l'évolution de l'insuffisance rénale chronique pour éviter la destruction totale des reins. Deuxième point, corriger selon le stade que je viens de citer, le stade IRIS, ou réduire la gravité des troubles métaboliques installés, ainsi que les différentes lésions organiques secondaires. Troisième objectif, conserver la fonction rénale et réguler la diurèse, lutter contre la protéinurie et l'hypertension artérielle. Quatrième objectif, prévenir les complications secondaires au niveau rénal, essentiellement les infections urinaires et les obstructions lithiasiques, c'est-à-dire éviter que des pathologies secondaires s'installent au niveau du rein. Et en dernier lieu, le cinquième objectif, c'est de traiter les symptômes généraux, c'est-à-dire améliorer un petit peu, réduire l'importance de la litose, réduire l'importance des lésions buccales, réduire l'importance des vomissements, des diarrhées, améliorer ce qu'on appelle améliorer l'appétit de l'animal, donc et entretenir un petit peu l'état général de l'animal.
Donc c'est pour cette raison, donc la prise en charge d'une insuffisance rénale chronique et d'un cas d'insuffisance rénale chronique a des objectifs bien clairs qu'il faut respecter, mais il possède également des inconvénients. Les inconvénients sont d'une part pour le propriétaire et d'une autre part pour le clinicien vétérinaire, parce que la prise en charge est de longue durée, c'est-à-dire que c'est un animal qui nécessite plusieurs rendez-vous et plusieurs suivis cliniques. Cela peut se révéler coûteux pour le propriétaire. Et deuxième des choses, donc également difficile pour le vétérinaire parce qu'il doit entretenir un animal qui est déjà défaillant, donc ce qui nécessite des prises en charge très répétées. Les thérapies qu'on va instaurer à l'animal peuvent être aussi fatales parce que une thérapie trop prolongée risque d'aggraver également la situation clinique de l'animal. C'est pour cette raison, avant de décider de prendre en charge un cas d'insuffisance rénale chronique, il faut bien expliquer au propriétaire la situation, c'est-à-dire il faut bien mettre au clair donc l'état de l'animal et expliquer d'une façon très simple au propriétaire quel est ce problème-là, c'est-à-dire c'est quoi une insuffisance rénale chronique et comment on doit gérer la situation afin que le propriétaire soit préparé donc à gérer à long terme donc l'état général de son animal et de supporter tous les frais nécessaires à ça. Donc on va parler du traitement diététique. Il est recommandé donc quand la créatinémie est supérieure à 25 mg par litre, donc surtout dans le cas donc d'une insuffisance rénale chronique à partir du stade 2, c'est-à-dire il faut commencer à corriger l'alimentation. Donc contrôle rigoureux des apports en phosphore et en protéines et du rapport protido-calcique dans l'alimentation. Donc ils doivent être réduits et même remplacés par un aliment facilement digérable. Par exemple, il faut supprimer le poisson, supprimer les œufs qui sont très riches en phosphore, réduire l'apport en viande, c'est-à-dire en viande, surtout les viandes rouges. Par exemple, si l'animal est habitué à se nourrir de viande rouge, donc si l'animal se nourrit exclusivement aux croquettes, donc il faut soit supprimer les croquettes, soit réduire considérablement la quantité des croquettes réduites, parce que je viens de citer que les croquettes peuvent contenir fortement des glucides et les glucides sont fortement destructrices des reins chez les carnivores domestiques. Donc conseiller par exemple le lait, donc riche en lactose, le riz bouilli, les viandes blanches beaucoup plus au lieu d'utiliser des viandes rouges, beaucoup plus des viandes blanches, un apport en vitamine D, c'est-à-dire on peut utiliser des solutés vitaminiques supplémentaires à mélanger avec l'eau de boisson ou la nourriture chez l'animal, donc à base de vitamine D et du vitamine du groupe B, et bien sûr réduire l'apport sodé, c'est-à-dire il ne faut pas mettre le sel donc à l'animal, et on peut également utiliser du bicarbonate de sodium, une partie donc à raison donc d'une demi-cuillère à café donc dans 1 litre par litre d'eau et donner à cet animal de boire cette eau-là. Donc ça vise à lutter un petit peu contre l'acidose métabolique chronique et améliorer un petit peu la situation clinique de l'animal. Et de ne pas supprimer l'eau, ça veut dire il y a des propriétaires un petit peu qui font un petit peu quelque chose de bizarre, c'est-à-dire en voyant leurs animaux boire beaucoup d'eau et uriner beaucoup, et ils peuvent donc ne plus donner d'eau suffisamment à leur animal. Donc il faut faire très attention à expliquer aux propriétaires qu'il faut laisser l'animal boire beaucoup d'eau. Malgré qu'il a une polydipsie, l'apport en eau est indispensable malgré la PUPD. C'est très important. Donc, c'est très important à faire ça. Donc, il ne faut pas essayer de réduire l'eau pour réduire la polyuropolydipsie parce que ça ne corrigera en aucun cas l'état. L'état est entretenu par le système angiotensine-aldostérone. Donc, c'est très important d'utiliser ça. Donc, on va parler ce qu'on appelle sur la thérapie médicale. Donc, après avoir contrôlé l'apport alimentaire et chez l'animal, donc je vous tiens également informé qu'il existe dans le marché aussi des croquettes qui sont adaptées pour les chiens ou les chats insuffisants rénales. Donc, des croquettes diététiques un peu spéciales pour les chats castrés, pour les chiens castrés, mais on va trouver également des croquettes spéciales pour des chats ou des chiens qui souffrent de problèmes urinaires. Bon, dans le cas où elles sont disponibles, il n'y a pas de problème, mais dans le cas où elles ne sont pas disponibles, donc il faut se baser sur le régime que je viens déjà de citer.
Alors pour le traitement médical, là c'est l'intervention du vétérinaire proprement dite, donc on va essayer de faire une thérapie. Donc on peut se baser sur un traitement symptomatique des troubles digestifs, c'est-à-dire contrôler un petit peu les diarrhées, les vomissements chez l'animal s'ils existent avec une fréquence très importante. Donc on peut utiliser du métoclopramide, des antihistaminiques H2, le tagamètre par exemple le cimétidine, le phosphate d'aluminium ou phosphaluvette, donc qui sont des pansements gastriques, donc à raison de 2 à 3 prises par jour, pendant c'est-à-dire alterner par exemple 2 à 3 fois par semaine ou tous les jours, donc chez l'animal à dose réduite afin d'entretenir un petit peu son état digestif. On peut également utiliser donc c'est surtout beaucoup plus, moi j'opte beaucoup plus pour le métoclopramide, ça me donne de très très bons résultats chez les chats. Donc le ranitidine je l'utilise pas personnellement parce que c'est un produit hypotenseur, donc il peut un petit peu fatiguer davantage l'animal, c'est pas très très vraiment c'est pas très très bénéfique. Donc, et pour le pansement gastrique, je le recommande de temps en temps quand le propriétaire observe qu'il y a une série de crises de vomissement. Donc, chez l'animal, 1 fois à 2 fois par semaine, c'est largement suffisant. Sinon, il peut entretenir aussi des constipations. Donc, s'il est utilisé d'une façon très très répétitive. Donc pour lutter contre la phosphatémie, donc comment faire baisser le taux de phosphore donc dans le sang. Donc là généralement on peut employer donc des chélateurs de phosphore, donc par exemple le Renalzin et l'Ipaquitine. C'est des produits pris par voie orale, ça existe même généralement en pharmacie humaine. Donc ces produits-là vont essentiellement des chélateurs de phosphore, donc ils vont, ou des chélateurs de phosphore, qui vont empêcher l'absorption du phosphore par donc l'intestin. Mais généralement, je les recommande pas fortement pour mes cas parce que j'essaye de contrôler la phosphatémie avec le régime alimentaire. Donc un apport réduit en phosphore dans l'aliment est largement suffisant pour entretenir l'état. Donc, mais ce qui m'intéresse beaucoup plus et ce qui est très important dans la gestion d'une insuffisance rénale chronique, c'est essentiellement réduire la perte de protéines. Si on arrive à contrôler ce paramètre-là, c'est on est arrivé à contrôler plus de 70% donc de cette maladie. C'est-à-dire si on arrive à réduire l'importance de l'élimination des protéines par le rein, c'est qu'on va corriger plusieurs problèmes au niveau du corps de l'animal. Et on a maîtrisé à plus de 70% l'insuffisance rénale chronique. C'est pour cette raison le contrôle de la protéinurie, donc par l'utilisation des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, donc qui agissent sur l'hémodynamie rénale. C'est-à-dire qu'on va utiliser des produits qui vont stopper l'effet du système rénine, angiotensine, aldostérone, surtout l'angiotensine, donc ce qui va arrêter la perte de protéines au niveau, donc ce qu'on appelle des reins. Et par conséquent, ils vont nous donner une régulation de l'hypertension artérielle, c'est-à-dire c'est des anti-hypertenseurs. C'est comme les mêmes produits qu'on peut employer chez l'être humain, donc qui présentent une hypertension artérielle. Donc on peut les employer essentiellement chez les carnivores domestiques, donc réduire la protéinurie et réduire l'hypertension artérielle. C'est pour cette raison que je vous ai dit que c'est un traitement donc très très primordial. C'est pour cette raison donc lorsque ce qu'on appelle, je me base également sur le rapport RPU-CU, c'est-à-dire le rapport protéine créatinine au niveau du rein, au niveau des urines. J'ai parlé de ça dans le diagnostic de laboratoire, je vous ai dit que c'est un paramètre très important à doser. Donc lorsque le rapport RPU-CU est supérieur à 1 chez le chat et supérieur à 2 chez le chien, donc on peut utiliser, donc ça veut dire qu'il y a une protéinurie importante. Donc on se base sur, je répète, donc pour lutter contre la protéinurie, donc et lutter par conséquent contre l'hypertension artérielle, donc on va se baser sur le taux des protéines qui sont éliminées par les reins, donc par les urines bien sûr. Donc on va se baser sur le rapport protéines créatinine dans les urines. C'est ce qu'on appelle le rapport RPU-CU. Donc lorsque ce rapport est supérieur à 1 chez le chat et supérieur à 2 chez le chien, on doit utiliser des produits. Donc par exemple, on peut utiliser un produit, le Fortecor,
qui est le bénazépril, donc chez le chien, surtout employé chez le chien, beaucoup plus que chez le chat, donc 0,25 à 0,5 mg par kilogramme par jour en une seule prise et bien sûr par voie orale. Chez le chat, c'est 0,5 à 1 mg par kilogramme par jour en une seule prise par voie orale. Donc on peut également utiliser d'autres molécules chimiques, surtout si le premier produit n'a pas donné des résultats satisfaisants. C'est pour cette raison, donc pour contrôler également, et les produits que je vais citer maintenant sont des produits qui contrôlent mieux l'hypertension artérielle, et par conséquent, si on arrive à contrôler l'hypertension artérielle, on va contrôler la perte de protéines au niveau des urines. Donc on peut utiliser les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, tout simplement, donc bloquer la synthèse de l'angiotensine ou la conversion de l'angiotensine 1 en angiotensine 2, donc ce qui va réduire la pression artérielle et réduire la pression rénale et réduire par conséquent la perte de protéines. Donc les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine qui abaisse la pression intraglomérulaire, ce qui limite la glomérulosclérose et la glomérulopathie. Donc, bien sûr, ils sont très efficaces donc, chez le chien par rapport au chat, mais généralement, on peut utiliser également ce qu'on appelle donc les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Donc par exemple, on peut utiliser également chez le chat, on utilise également les inhibiteurs calciques, c'est d'autres molécules, c'est-à-dire pour les inhibiteurs calciques, c'est des inhibiteurs des pores de calcium au niveau des artères et des veines, et par conséquent, ils vont provoquer une vasodilatation et une baisse de la pression artérielle. Ça donne plus de résultats chez le chat que l'emploi des inhibiteurs de l'enzyme de conversion qu'on utilise également chez l'être humain, donc qui souffre d'une hypertension artérielle. Donc chez le chat, on préfère beaucoup plus utiliser les inhibiteurs calciques qui sont de très puissants vasodilatateurs, donc par exemple l'amlodépine, Amlor, donc à raison de 0,6 mg par chat, donc de moins de 4 kg, et de 1,25 mg par chat de plus de 4 kg, donc une fois par jour par voie orale. Chez le chien, on recommande beaucoup plus le Fortecor, que je viens de citer, donc qui est très utilisé donc comme étant un puissant hypotenseur donc et vasodilatateur également. Donc des fois on peut aussi utiliser une association, c'est-à-dire une association de bénazépril et d'amlodipine, c'est-à-dire pour certains cas, si on voit que l'hypertension artérielle et la protéinurie n'est pas corrigée par l'utilisation soit des inhibiteurs de calcique, soit des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, on peut associer les deux, c'est-à-dire utiliser l'amlodipine et le Fortecor en même temps. Plutôt ou utiliser également les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et l'amlodipine également. D'accord, donc ils seront utilisés bien sûr par voie orale et ils seront également utilisés tous les jours avec contrôle, ce qu'on appelle régulier, donc du rapport RPU-CU et une mesure de la pression, donc je veux dire de l'hypertension artérielle. Pour rappel, c'est juste pour vous rappeler encore mieux, donc le Fortecor qui est un inhibiteur donc de l'enzyme de conversion, donc comparable à ceux qu'on utilise en médecine humaine, donc c'est les inhibiteurs, les IECA. Donc, mais généralement, il est un petit peu particulier parce qu'il contient une combinaison à dose fixe de deux produits, donc qui est essentiellement donc le bénazépril et le chlorhydrate de bénazépril et le pimobendan. Donc le Fortecor est également utilisé par exemple pour le traitement de l'hypertension artérielle congestive qui est due à une insuffisance cardiaque congestive, donc une dilatation cardiomyopathie dilatée chez le chien, donc ou chez le chat, et également de l'insuffisance rénale chronique. D'accord, il existe également d'autres inhibiteurs de l'enzyme de conversion
Donc, ils sont utilisés, bon, généralement, le plus connu, c'est le Fortecor, donc, qui sont utilisés, généralement, dans cet état-là. Donc, de ce que je viens d'expliquer dans le traitement. Donc, par exemple, d'autres produits utilisés en médecine humaine, si je me rappelle bien, il y a le Lopril, ou ce qu'on appelle le Captopril. Donc, il y a le Enalapril, ou il y a le Prindopril, il y a le Quinapril, il y a le Lisinopril. Donc, tous ces produits-là font partie des IECA. D'accord? Voilà. Donc, le traitement médical complémentaire, donc ça c'était pour le contrôle de l'hypertension artérielle et pour le contrôle, ce qu'on appelle de la protéinurie. Donc, si on arrive, comme je l'ai dit, à contrôler ces deux paramètres, c'est qu'on est arrivé à contrôler plus de 70% de l'insuffisance rénale chronique. Donc, à condition que le traitement doit être pris généralement, généralement les IECA ou les inhibiteurs calciques sont pris au maximum une prise ou au maximum 2 prises par jour à intervalles bien réguliers de 6 à 12 heures. Donc, pour le traitement médical complémentaire, donc il faut jouer sur un apport en calcitriol, le métabolite actif de la vitamine D3, c'est-à-dire le précurseur de la vitamine D3, donc qui sera apporté chez l'animal, donc soit dans l'aliment, généralement afin de permettre de régulariser ce qu'on appelle le taux donc, de calcium au niveau du sang et retenir et régulariser un petit peu le métabolisme du calcium au niveau du sang et stopper ce qu'on appelle l'hyperparathyroïdisme secondaire. Donc on peut utiliser un produit qui s'appelle le Dédrogil, donc qui est un précurseur de la vitamine D3, 1 à 2 à 4 gouttes par jour, donc ajouté par voie orale, hein, d'accord. Donc on peut l'associer aussi au carbonate de calcium à la dose de 100 mg par kilogramme par jour afin d'apporter du calcium nécessaire, donc lutter contre l'hypocalcémie et améliorer la fixation du calcium au niveau des os. Gestion de l'anorexie, bien sûr, si votre chat insuffisant rénal chronique donc a de l'anorexie, donc c'est un peu un problème. Donc, on peut gérer cette anorexie médicalement, mais généralement, ce qui est un peu délicat, hein. Il y a même des animaux qui refusent catégoriquement de manger et on est obligé de les mettre sous nourriture parentérale, soit par perfusion régulière ou encore une nutrition entérale, c'est-à-dire la mise en place d'une sonde naso-œsophagienne ou une sonde directement œsophagienne, donc, et de les nourrir d'une façon forcée, si on peut dire, afin d'améliorer leur état. Donc, mais on peut aller aussi aux médicaments dans le cas, mais bien sûr, je recommande ces médicaments si le cas n'est pas trop fortement altéré. Donc, je reviens toujours au stade IRIS de l'insuffisance rénale chronique. D'accord? En fonction du stade, vous êtes en stade 1, 2, 3 ou 4. Donc, ça va vous donner l'idée d'ajouter ou de ne pas ajouter un traitement complémentaire. Donc, chez le chat, on peut utiliser le diazépam ou ce qu'on appelle le Valium, tout simplement. Donc, 0,1 mg par kilogramme par jour en 2 prises ou injection en sous-cutané. Chez le chien, on peut utiliser le Péréactine, qui est un antihistaminique H1 employé chez l'être humain, 0,5 à 1 mg par kilogramme par jour en 2 prises. Mais généralement, je vous dis, si l'état de l'animal est fortement altéré, c'est pas la peine d'ajouter ce genre de thérapie très fatigante et très puissante pour l'animal. Ça risque d'aggraver la situation clinique de l'animal, surtout si votre animal présente des signes neurologiques conséquence de l'évolution d'une insuffisance rénale chronique. On peut également, donc, il faut gérer l'anémie. Votre animal peut présenter de l'anémie à cause de manque d'érythropoïétine. Donc là, on peut utiliser de l'érythropoïétine humaine, donc, et presque, mais généralement, ce produit-là est très, très rare, donc, est très peu généralement disponible, ce qui reste un petit peu difficile à acquérir. Donc, 100 unités internationales par kilogramme en sous-cutané tous les 2 jours. On peut aussi utiliser la norétondrolone, qui est un androgène de synthèse, donc 0,5 mg par kilogramme par jour par voie orale. On peut aider à restituer ce qu'on appelle le problème anémique. Mais généralement, c'est des traitements typiquement symptomatiques, d'accord ?
On peut également, donc moi je recommande beaucoup plus sincèrement, vu l'indisponibilité de ces deux produits, et même si j'ai un androgène entre les mains, j'évite de l'utiliser parce que généralement je peux apporter une altération davantage à un état si compliqué, donc qui caractérise l'insuffisance rénale chronique. Moi je joue beaucoup plus sur un apport vitaminique en fer et en métabolites, d'accord, du fer Copson, du Nutra B, de la vitamine C, régulièrement en fonction des visites médicales que je vais instaurer à cet animal-là, donc vont améliorer beaucoup plus la situation clinique de l'animal. La corticothérapie, donc la corticothérapie qui est fortement controversée, d'accord, l'usage des corticoïdes, il y a des cliniciens qui la recommandent, il y a des études qui l'interdisent complètement. C'est vrai, si on part sur la corticothérapie et on connaît tous les effets du corticoïde sur l'organisme, donc favoriser la fuite de calcium au niveau des urines, ce qui peut aggraver ce qui se passe déjà au cours d'une insuffisance rénale chronique, donc favoriser l'hypertension artérielle, ce qui va aggraver l'hypertension artérielle au niveau donc de l'organisme. Donc tout ça fait que la corticothérapie est généralement contre-indiquée, ou au moins elle est à éviter donc chez l'animal. On met dans le cas où ça nécessite de l'utiliser, surtout l'animal s'il a des pics inflammatoire aigu au cours de l'évolution d'une insuffisance rénale chronique, donc afin de contrôler l'inflammation donc des reins et réduire plus ou moins les lésions de l'endothélium vasculaire. Donc on peut recommander la corticothérapie, mais à très faible dose généralement, donc c'est 2 mg au minimum, 2 mg par kilogramme par jour en intramusculaire ou par voie orale pendant au minimum 1 à 2 semaines. C'est-à-dire il faut espacer le traitement à la corticothérapie et le faire à des intervalles très espacés afin de ne pas tomber dans les effets secondaires graves donc des corticoïdes sur l'insuffisance rénale chronique. D'accord? Donc moi je recommande également, si vous êtes en train de traiter l'hypertension artérielle chez l'animal par du Fortecor, par l'amlodipine, par les inhibiteurs IECA, par les hypotenseurs généraux, il faut éviter d'utiliser la corticothérapie au cours du traitement. Donc si vous n'arrivez pas à avoir ce genre de produit, donc, et vous êtes obligé de gérer avec ce que vous avez entre les mains comme médication, donc on peut recommander la corticothérapie, mais il faut faire très attention à très faible dose et à un traitement qui ne dépasse pas, donc à très faible dose par voie orale et avec un traitement qui ne dépasse pas 1 à 2 semaines, et de le faire d'une façon très espacée, c'est-à-dire 1 semaine par mois donc de corticoïdes par voie orale. Ça va vous aider à améliorer un petit peu la situation clinique de l'animal. On peut également utiliser les complexes vitaminiques injectables que je viens de citer. Donc voilà en résumé de la prise en charge donc d'une MRC ou d'une insuffisance rénale chronique chez le chien et le chat. Bien sûr, il reste plutôt une manœuvre très connue, donc ce qu'on appelle la dialyse péritoniale. La dialyse péritoniale qui est une technique qui est tout simplement provisoire, illusoire et qui reste à peu près réservé au stade très grave de l'insuffisance rénale chronique, où on utilise ce qu'on appelle un liquide donc électrolytique donc à injecter au niveau de la cavité péritoniale, et que le péritoine va faire office d'une membrane semi-perméable, donc il va filtrer le sang et le plasma et ce liquide là, et on va recueillir par la suite les déchets donc sous forme de liquide qui s'accumulent au niveau de la cavité péritoniale. Généralement cette technique est réservée pour des cas plus ou moins, je dirais, désespérés, ou des cas donc en phase finale. Donc c'est la dernière solution donc pour un petit peu essayer de soulager donc une insuffisance rénale chronique. Donc en grosso modo, donc l'insuffisance rénale, on peut retenir de ça. Avant de conclure, vous me permettez également il y a une question qui se pose ou qui m'était posée
plusieurs fois, est-ce qu'on fait une fluidothérapie ou non pour un cas diagnostiqué insuffisant rénal chronique malgré qu'il a une hypertension artérielle? Eh bien, je vais dire oui. Oui, pour la simple raison qu'on est obligé des fois de restaurer un petit peu la volémie à cause du désordre. Donc, c'est vrai, il y a une hypertension artérielle, mais on trouve par rapport à ça une déshydratation intracellulaire. On trouve une polyurie, polydepsie. Donc, tout ça va favoriser donc ce qu'on appelle un déséquilibre hydrique général. C'est pour cette raison une perfusion donc réservée à des animaux fortement dégradés de temps en temps, donc en fonction des consultations, donc n'apporte que du bénéfice pour l'animal. À savoir que la fluidothérapie devrait être classique avec des fluides isotoniques et qui ne doit pas et bien calculé bien sûr. Donc je pense que j'ai bien expliqué ça dans le cas de l'insuffisance rénale aiguë. Donc en dernier lieu, donc je conseille également mes chers collègues vétérinaires, si ils reçoivent des cas pareils d'insuffisance rénale chronique, de ne pas donc bombarder l'animal avec des injections de tord et à travers, d'accord? Si vous arrivez à diagnostiquer une insuffisance rénale chronique, jouez sur le régime alimentaire, jouez sur certaines molécules médicamenteuses et limitez l'usage des molécules médicamenteuses au plus strict minimum et les plus importants, d'accord, et éviter de faire ce qu'on appelle le cocktail bizarre qui se fait souvent malheureusement, donc déparasitage, vitaminothérapie, antibiothérapie pour rien, donc qui ne sert à rien absolument. Donc il faut vraiment donc établir une certaine compréhension entre vous et le propriétaire, et numéro 1. Deuxièmement, établir un mode d'action thérapeutique bien placé avec des rendez-vous et des suivis très réguliers, donc, et afin de mieux gérer la situation clinique. Ça ne servira absolument à rien d'injecter des antibiotiques, des antiparasitaires et de revoir l'animal alors que vous sachez que c'est une insuffisance rénale chronique et qui ne sert absolument, donc un traitement qui ne sert à rien. D'accord, donc c'est le conseil que je donne souvent à mes collègues qui me posent pas tant de questions, donc ces jours-ci d'ailleurs, donc sur des cas d'insuffisance rénale chronique et comment les gérer. Donc voilà, donc j'espère que c'était clair, que c'était simple. Donc je vous dis toujours que j'essaye de simplifier, donc je sais bien que le public peut comprendre des vétérinaires cliniciens comme il comprend également des étudiants, donc j'essaie de simplifier ce qu'on appelle, de ne pas rentrer trop dans les détails physiopathologiques profonds, donc afin de mieux simplifier, de donner un petit peu un mode d'emploi clair, donc dans ce genre de situation clinique. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Donc c'était Dr Slimani Khaled, donc pour cette vidéo clinique.